Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, mon invité a un parcours très inspirant, pavé entre autres d'une enfance difficile, d'un désir flagrant de réussir, d'une multitude d'idées, de beaucoup de travail, d'essais et d'erreurs. Son nom de famille lui était assurément prédestiné puisque celui-ci fait référence à un arbre fruitier qu'il sait faire fleurir avec brio depuis son adolescence. Un homme d'affaires respecté et apprécié, sauf parfois quand il y a des projets spéciaux, puis que là, ça déstabilise des fois des gens au niveau des villes, une communauté, donc un village en entier. Mais en temps normal, là, vraiment, c'est un super de bon gars. Et un homme qui accumule des projets aussi vite que la vitesse potentielle de ses nombreuses Ferrari, un visionnaire, humain, généreux et accessible. Il est le conjoint d'Isabelle et le père de Benjamin, Hugo et Mégane. Je reçois avec un grand plaisir Luc Poirier. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour. Salut. Ça va bien? Toute une présentation. Ouais. Je suis rouge. Y en a-tu qui avait déjà fait le lien avec ton nom de famille? Non, du tout. Non. C'est une belle image, pareil. J'y ai pensé, là. J'y ai pensé vraiment. Parce que c'est vrai, hein. T'as vraiment fleuri, fait fleurir. Puis sais-tu que le poirier est un des arbres, fait partie des 3 arbres fruitiers qui produisent le plus de fruits. Ah, je savais pas. Oui. Okay. Alors, tu vois, je te dis ça aujourd'hui. Okay. Alors, écoute, Luc, merci d'être venu. Vraiment très contente de te recevoir. C'est pas la première fois qu'on se voit, mais là, vraiment, on va prendre le temps pour apprendre plein de choses sur toi. Je sais que tu es très généreux dans les entrevues. Je sais qu'on connaît aussi ton parcours. Okay. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus encore en profondeur parce que tu as quand même, je dirais, un parcours pas ordinaire. Hein? Atypique. Très atypique. Et on va parler de toutes sortes de sujets. Mais j'aimerais que tu me parles de ton enfant. Je sais qu'on a entendu un petit peu parler, mais parle-moi de toi, d'où tu viens, de quelle famille, comment ça s'est passé ton enfance? Ben, en fait, on habitait très, très jeune en Gaspésie. Mes parents, un jour, se sont séparés, se sont divorcés. On est revenu dans la région de Montréal parce que ma mère venait de Montréal, donc plus sur la rive sud de Montréal, à Longueuil précisément. Puis j'ai habité là avec surtout mon plus jeune frère. Donc on était 2, parfois le plus grand venait. Et j'habitais seul avec mes frères et ma mère qui était monoparentale. Malheureusement, elle était sur l'aide sociale suite au divorce et tout. Puis, j'habitais dans des HLM, donc des loyers modiques là, de la ville de Longueuil. J'allais à l'école, on déménageait souvent parce que ma mère essayait de trouver tout le temps le loyer le moins cher, puis les meilleures conditions. Fait que j'ai changé beaucoup d'écoles au niveau de mon enfance. Je crois que ça m'a aidé d'être qui je suis aujourd'hui. J'ai eu beaucoup d'intimidation, vu qu'on était très pauvres, donc habillés d'une façon... dans les sols d'église, on n'avait pas de linge neuf, donc c'était pas les plus beaux linges et tout. Puis aussi, à une certaine époque, j'ai eu besoin de lunettes, puis l'aide sociale payait pas l'amincissement des verres, donc j'avais des fonds de bouteilles et tout. Fait que j'ai eu beaucoup d'intimidation quand j'étais jeune, jusqu'à mes 14 ans. Puis, tu sais, aujourd'hui, comme par exemple, je fais partie de la fondation, je suis sous le CA de la fondation Jasmin Roy. Puis quand il m'a approché, c'est un peu, qu'est-ce que je disais, c'est que moi, ça m'a aidé l'intimidation, sérieusement. Là. Le fait que j'aille changer beaucoup d'écoles, ça m'a permis de m'adapter. Aujourd'hui, je peux m'adapter à n'importe quelle situation, un peu partout dans le monde, peu importe, avec n'importe qui. Donc, ça m'a beaucoup aidé d'être malléable. Puis l'intimidation m'a permis aussi de ne pas avoir peur, de foncer, puis de laisser faire ce que les autres disent. Parce que souvent, dans des projets que je fais, c'est des gros projets, donc ça brasse des communautés, comme vous avez dit en introduction. Donc, je suis habitué de recevoir la brique, le marteau, etc. D'avoir une forme d'intimidation, parce que de l'intimidation, à l'école, on en parle beaucoup, mais de l'intimidation dans le milieu du travail, dans le milieu des affaires, puis t'en subis encore. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est facile d'être derrière un clavier, puis d'être méchant.
puis que la personne devant moi dirait pas les mêmes choses. Mais tu sais, devant un clavier, c'est facile. Donc, ça me permet d'être au-dessus de ça, de laisser faire ces gens-là, puis de me concentrer sur mon travail, puis sur les vraies valeurs, qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine. Puis ça m'a aidé. À partir de 14 ans, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? C'est que j'ai commencé à travailler. À travailler, pourquoi? Parce que je voulais m'inscrire au hockey. Puis, on n'avait pas l'argent. Tu sais, ma mère, elle n'avait pas assez d'argent pour l'inscription puis payer l'équipement. Puis, mon but à moi, c'était juste ça au départ. Puis, finalement, ben, ça a bien été. Ça a très, très bien été. Si bien que j'ai continué là, à partir de 14 ans là, à travailler très fort. J'allais à l'école et je travaillais temps plein et plus. Là, je travaillais au moins... C'était quoi ton premier travail? Mais en fait, j'ai eu plein de petits travails comme j'ai été plongeur à 14 ans, puis je travaillais dans un dépanneur également. Mais aussi, j'avais ma propre entreprise, qui était de la vente des cartes de sport. Surtout le hockey, vu qu'on est au Québec, surtout le hockey. Mais ça c'était une fois par semaine, c'est le dimanche. Puis je préparais, en fait, on louait des kiosques le dimanche. C'est une table. Puis on louait la table, puis on vendait. Puis c'était dans le même temps que la collection, qui était très populaire, la collection des cartes de hockey, puis les timbres. Cartes de hockey, timbres, puis monnaie. Les trois. Donc, c'était souvent des salons de collectionneurs qui avaient ces trois formes-là d'objets. Puis moi, mon dada, c'était vraiment le hockey. J'adorais le hockey et tout. Fait que moi, j'avais accumulé au fil des années, là, avec les Noëls, les fêtes, là, je demandais des cartes. Puis j'ai décidé de les vendre. Puis ça a très, très, très bien été. Là. Je faisais beaucoup d'argent à l'époque. Puis tu faisais quoi avec ton argent? T'as dépensé-tu? T'avais-tu le réflexe de... Non, parce que je rachetais d'autres cartes, puis j'augmentais mon inventaire, puis... Tu avais déjà ça, là, au lieu de t'offrir que ce que tu n'avais pas eu, en réalité? Oui et non, parce que mon rêve, depuis que j'étais tout jeune, j'avais deux passions qui étaient les cartes le hockey, puis qui étaient les voitures sport. Puis à 16 ans, ma première voiture, ça a été j'avais même pas 16 ans, puis je l'avais acheté, puis ça restait quelques mois dans ma cour que je pouvais pas l'utiliser. C'était une Porsche Turbo à l'époque. Puis aujourd'hui, on en voit beaucoup des Porsche, là, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Surtout pas dans les HLM. Non, surtout pas. D'ailleurs, je peux te conter une petite histoire rapide. Là. Quand j'ai acheté la Porsche dans les HLM, l'histoire de ça, c'est qu'automatiquement, dans la même heure, il y a eu la police qui est venue faire une inspection complète de l'auto. Puis le directeur des HLM de la Rive-Sud a téléphoné ma mère pour une rencontre. Puis c'était comme... Qu'est-ce que vous faites avec une voiture de ce prix-là et tout? Ben oui, parce que les HLM, ça va avec ton revenu aussi. Exactement. Donc, ils vont baser ton salaire, je sais, on a un peu le même parcours. Moi aussi, j'ai vécu 23 ans dans un HLM avec ma mère. Exact. Mais donc, c'est basé vraiment sur ton revenu. Donc, c'est ça, les questions se posaient à ce moment-là. Exactement. Et ma mère de réponse, je me souviens toujours à les affronter un peu en disant, c'est pas de ma faute, c'est lui qui l'a acheté, c'est son argent. Il a fait qu'est-ce qu'il veut avec son argent. C'est un peu ça qui est arrivé. Par contre, à cause de ça, j'ai été vivre quelques mois chez mon père à cause de ça. Parce que ma mère n'était pas contente que j'aille acheter une Porsche sans lui dire. Puis, c'est ça, il a fallu que je déménage chez mon père quelque temps. Je suis revenu là, peut-être un an après. Puis ça t'a amené quoi, ça, d'aller vivre chez ton père quelques temps? Rendu là, j'avais 16 ans. Donc, j'étais un peu... j'étais très mature pour mon âge. Fait que dans ma tête à moi, c'était comme d'aller vivre à l'appartement. Mon père était pas souvent là, puis j'avais pas besoin de lui nécessairement. Là, j'étais capable de... vu que je faisais beaucoup d'argent. Je faisais peut-être, 1500, 2000 par semaine à l'époque. Là, c'est comme 4-5 000 par semaine aujourd'hui. Donc, un salaire de 250 000, grosso modo. Fait que je faisais beaucoup d'argent. À 16 ans? Ouais, à 16 ans. Fait que, tu sais, je me débrouillais, puis je me suis toujours débrouillé à partir de là, fait que ce soit chez mon père ou en appartement. Fait que c'est un peu ça, mais j'étais beaucoup plus proche de ma mère, donc je suis revenu avec ma mère, puis c'est drôle parce que peu de temps après, je me suis acheté une maison, ma mère
est venue habiter avec moi. Elle a habité avec moi pendant une grande partie de sa vie. Aujourd'hui, elle est décédée. Ça fait 11 ans qu'elle est décédée. Mais elle a toujours, à partir que j'ai commencé à faire des cartes de hockey, elle a toujours travaillé pour moi. Toujours, parce qu'elle m'aidait durant la semaine à classer les cartes, puis à faire les collections qu'on appelle. Donc, j'achetais des grosses boîtes, on les ouvrait, on faisait des séries. Fait que c'est elle qui faisait ça là, durant la semaine. Puis, c'est ça. Donc, elle a toujours été proche de moi, là, vraiment, vraiment. Et je l'amenais en voyage aussi, puis je la gâtais. J'ai acheté une voiture, j'ai acheté... Ça, c'est la première chose qu'on fait, hein? Ouais. Quand notre mère, là, on veut y faire vivre... Exact. Elle a tout donné pour ses enfants. Donc, c'était normal pour moi de tout faire pour qu'elle soit bien. Là. Fait que... Puis là, tu continues, tu as 16 ans, là, tu as vraiment l'esprit entrepreneurial. Là, tu continues. Moi, j'ai parti à 14 ans, j'ai fait les cartes d'hockey, ça a duré 2 ans. Ça n'a pas duré 50 ans parce que la mode a comme arrêté. T'sais. Après ça, la mode, c'était quoi? Moi, j'aimais la musique rap, hip-hop. Puis j'ai commencé à importer des chandails puis des casquettes d'équipes de sport américaines. Pourquoi? Parce que dans les vidéos de rappers, ils commençaient tous à s'habiller comme mettons avec les casquettes de 49ers, des Raiders, des Red Sox. Fait que c'était les 3 sports américains. Il n'y a personne à l'époque qui se promenait avec une casquette des Canadiens de Montréal. Là. Ça n'existait pas. Là. Aujourd'hui, oui, là, mais à l'époque, c'était juste... personne mettait des trucs de hockey. Là. Okay? Fait que c'était la mode à cause des vedettes américaines qui ont promu ce style de vêtements-là. Puis ça aussi, ça a duré 2 ans. La première année, j'ai fait une tonne d'argent. J'étais tout seul à faire ça à peu près. Je revendais, donc j'étais grossiste. Je revendais aux autres magasins, soit dans les centres d'achat ou dans le marché aux puces, dans le temps que ça fonctionnait bien, le marché aux puces. Puis, ça a duré 2 ans. Première année, je faisais de l'argent comme de l'eau. La deuxième, tout le monde faisait comme moi. Donc, les marges beaucoup plus petites. Le volume, la même chose. Parce qu'au lieu d'être tout seul, il y en avait peut-être 100 vendeurs comme moi au Québec. Fait que j'ai lâché ça. Puis, à 18 ans, j'ai parti un BBS. Un BBS, c'est comme Internet. C'est un Bulletin Board System, ça veut dire. OK. Fait que c'est comme Internet, mais avant Internet. Donc, à l'époque, Internet, c'était seulement les universités puis l'armée américaine qui utilisaient ça. Puis, l'histoire, c'est que moi, j'avais des serveurs chez moi, un peu comme Bell ou Vidéotron ou Rogers a aujourd'hui. Fait que j'avais un serveur, puis les gens se connectaient par modem. Donc, les petites boîtes de téléphone qui utilisaient la ligne de téléphone. Puis, ils se loguaient sur mon serveur. Puis, ils pouvaient soit s'échanger des fichiers, soit faire du chat, donc parler entre eux à travers le monde. C'était à travers le monde, ce truc-là. Puis aussi, il y avait un babillard électronique, un peu comme Kijiji aujourd'hui. Fait que c'est vraiment, vraiment l'ancêtre d'Internet. Ça aussi, ça a duré 2-3 ans parce que Internet est devenu populaire. Là, les gens devaient s'abonner à ça? Ils payaient par mois, dépendamment du nombre de temps que tu es sur mon site, sur mon serveur. Donc, c'était comme 30 ou 45 $ par mois. Fait que j'avais un abonnement. Moi, ça me permettait, j'allais à l'université à Ottawa à l'époque, ça me permettait d'avoir un revenu passif à rien faire. Là. Je faisais plus de 100 000 $ à rien faire. Ça roulait tout seul. J'étais rendu le 3e plus gros en Amérique du Nord. C'était intéressant. C'était très, très intéressant. Puis ça a duré 2-3 ans parce qu'après ça, Internet est arrivé. Donc, il n'y avait plus d'intérêt. Les gens se loguaient sur les serveurs de Vidéotron et tout, qui étaient déjà inclus dans leur forfait. Donc, ça n'a pas duré éternellement. Ensuite de ça, bon, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le BBS m'a permis d'avoir des clients. Beaucoup de clients à travers le Québec et ailleurs. Si bien que j'ai compris que les gens sur les babillards électroniques et dans les différents fichiers qui s'échangeaient entre eux, il y avait un besoin de pièces informatiques. Donc, soit des ordinateurs complets ou des fois, c'est des disques durs. Souvent, c'était des disques durs parce que le besoin de mémoire augmentait sans cesse. Des fois, c'était une imprimante, toutes sortes de trucs, des souris. Fait que j'ai commencé à vendre là, dans mon BBS, des pièces informatiques. Donc, j'achetais, mettons, une boîte de disques, mettons, 10 disques durs. Là, ça fait trop à dire, là, mais mettons une boîte de disques durs que je revendais un par un, soit par Post Canada ou par Dicom à l'époque, puis Puro. Fait que je shippais ça. Fait que mini Amazon pour les... ouais, pour les pièces informatiques. Puis je faisais ça, si bien que quand le BBS,
la popularité de ça a tombé, ben, j'avais quand même une énorme base de clients qui m'achetaient. Puis là, j'ai décidé d'ouvrir un magasin d'informatique. Donc, à 18 ans, j'ai ouvert mon premier magasin d'informatique. Puis ça a très, très, très bien été. J'ai ouvert ça durant l'été en 2 années d'université. Si bien que j'ai jamais retourné à l'école à ce moment-là parce que ça a boomé en fou. Là, c'est comme les ventes, c'était incroyable et tout. Puis j'ai ouvert un premier magasin, un deuxième, un troisième, un centre de distribution. Après ça, j'ai acheté un magasin de CD-ROM, le plus gros au monde, de logiciels. Donc, j'ai roulé là-dedans dans l'informatique. J'ai roulé pendant 7 ans dans l'informatique. C'était pas mon domaine de prédilection, mais je roulais avec, comment je pourrais dire, avec le tempo. Je me suis laissé aller là-dedans. Puis un jour, autour de 19 ans et demi, bon, j'ai acheté mon premier immeuble par, comment je pourrais dire, par hasard. Dans le sens que le propriétaire qui avait l'immeuble où ce que j'étais, il y avait des difficultés financières. C'était en 95, ça, là. Donc, en 95, il y avait une récession là, dans le commercial. Ça allait vraiment pas bien. Puis, aujourd'hui, je me dis, ben, c'est pour ça qu'il m'a loué, parce qu'un petit garçon de 18 ans qui vient louer un local, aujourd'hui, il n'y a pas grand chance de réussir de louer un local là, avec pas de parents en arrière qui signent, là, qui cautionnent ni rien. Là. Donc, il a pris mon argent, donc il m'a laissé, il m'a signé un bail. Puis, finalement, il a fait faillite quelques mois plus tard, il a fait faillite. Puis, j'ai racheté l'immeuble. Donc, c'est comme ça que je suis devenu propriétaire. Puis, pourquoi je me suis lancé dans l'immobilier, c'est que quelques mois après l'achat, c'est que je me suis rendu compte que c'était un duplex, c'était un petit duplex. Là, j'ai payé 155 000, là, c'était pas grand-chose. Duplex commercial. Puis, je me suis rendu compte après quelques mois que le loyer d'en haut, ben, ça payait tout l'ensemble de mes dépenses. Tout au complet. L'hypothèque, le déneigement, l'assurance, etc. Si bien que je me retrouvais, moi, avec 0 comme frais. Là, ça me coûtait aucun loyer. Fait que j'ai vraiment adoré l'immobilier à partir de là. J'ai compris rapidement que c'est un beau modèle économique. Puis j'ai commencé à acheter un paquet d'immobilier à partir de là. Puis aujourd'hui, ben, on me connaît beaucoup plus en immobilier, malgré que j'ai fait un paquet de choses, dans la restauration, l'import-export, toutes sortes de trucs. Mais on me connaît surtout dans l'immobilier. Puis, est-ce qu'il y a eu des moments où tu l'as échappé? Parce qu'il y en a des fois qui vont dire, ben moi, je suis tombée 2 fois, je suis remontée, je me suis relevée, etc. Ou tu as eu un petit peu plus chaud dans certaines transactions ou projets? Non, mais qu'est-ce que j'ai fait par contre autour de 24-25 ans? C'est que j'étais tanné parce que dans l'immobilier, j'étais surtout avec des locataires. Donc, puis j'ai passé quelques fois à Régie du logement pour des loyers impayés. Donc, les gens ne payaient pas le loyer. Puis, je perdais parce que, exemple, le juge disait, bon, ben oui, on va donner un avis d'éviction aux locataires, mais comme on commençait l'hiver, le juge disait, ben ça va être effectif seulement au mois d'avril parce que l'hiver, on peut pas le sortir parce qu'il fait froid au Québec. Fait que là, on arrivait, mettons, au mois d'avril, il quittait, mais il avait tout démoli le logement. Bien évidemment, au Québec, tu peux pas rien faire, là, même si tu le poursuis, je veux dire. C'est la pire place au monde d'avoir des logements, c'est au Québec, malheureusement, à cause des lois de la régie qui protègent trop les locataires. Fait que, grosso modo, ben, je me suis tanné, parce que j'avais 300 logements. Je gérais ça tout seul, fait que c'est plus des petits strips commerciaux. Fait que, à un moment donné, j'en avais plein les bottines, puis j'ai décidé de tout vendre, puis relaxer. Pendant 4 ans et demi, j'ai relaxé, j'ai voyagé, j'ai bâti ma maison. C'est une grosse maison, 11 000 pieds carrés, que j'ai bâti par moi-même avec des amis et tout. Fait que j'ai appris la construction grâce à ça, qui m'a aidé par la suite, parce que je suis aucunement manuel. Donc, j'ai appris avec cette maison-là. Fait que ça a été un défi, puis ça m'a permis aussi de savoir qu'est-ce que je veux dans l'avenir. Fait que ma passion, c'était vraiment l'immobilier. Sauf que je détestais avoir des locataires. Qu'est-ce que j'ai fait à la place, c'est que je suis retourné dans l'immobilier. Mais parce que l'immobilier, c'est large. C'est très large. Il y a des courtiers immobiliers, il y a des courtiers hypothécaires, il y a des constructeurs, il y a ceux qui ont des logements locatifs, les chalets, commercial, industriel, etc. Fait que j'ai décidé d'aller dans 2 domaines de l'immobilier, qui est les terrains, donc le développement de terrain, et la construction. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, j'achète des terrains, je construis, puis je les vends, puis c'est fini. J'en entends plus parler. Qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut donner des garanties, mais je veux dire, j'ai pas de loyer par mois à me chicaner avec quelqu'un qui dit que son voisin fait trop de bruit ou qui
ça sent la cigarette ou, tu sais, peu importe, là, tu sais. Fait que j'avais pas ces problèmes-là. Fait que c'est comme ça, j'ai retourné dans l'immobilier. Aujourd'hui, je fais encore ces 2 points-là, mais surtout du développement de terrain. Donc, beaucoup moins de la construction. J'ai construit à Montréal, au centre-ville, là, des tours et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui me plaît, là. C'est vraiment le développement de terrain. Parce que, surtout, pourquoi? C'est que ça me donne une qualité de vie que j'ai pas quand je construis, par exemple, des tours au centre-ville, que j'ai 200 employés, puis que ça m'appelle à toute heure du jour. Ça commence à 5h30 le matin jusqu'à tard le soir, puis samedi, dimanche, parfois. Donc, le terrain, ça me permet d'avoir une vie de, comment je pourrais dire, qualité de vie que j'aurais pas. De venir à un podcast comme ça, de prendre le temps. exact, tout à fait. Ouais. Une vie familiale aussi, parce que là, il y a aussi, tu as une vie de famille, mais on va en parler parce qu'on a plein de sujets à traverser ensemble. On continue dans les affaires. Tu es un homme quand même de projet, de vision. Tu es un visionnaire, puis on le voit depuis que tu es tout petit, bien que tu es quand même assez jeune. Est-ce que tu penses que tu aurais eu cette même vibration-là si, mettons, tu n'avais pas été dans une famille justement en difficulté? Ah, c'est sûr. Si j'avais... puis c'est ça qui est dur avec mes enfants, là. C'est qu'ils n'auront pas les mêmes... Comment je pourrais dire, les mêmes obstacles, les mêmes épreuves que moi j'ai dû. C'est juste le fait que j'aille déménager souvent d'école, ça m'a permis d'être capable de m'adapter. En affaires, il faut que tu sois capable de t'adapter. Tu as des situations qui arrivent, il faut que tu sois capable de réagir vite, puis de te faire des nouveaux contacts, etc. Donc, c'est certain que avoir eu de la difficulté, toujours m'avoir battu pour faire ma place, comme par exemple, quand je commence avec les cartes de hockey, à vendre des cartes de hockey, ben, tout le monde avait des cheveux blancs, les autres vendeurs, là, tu sais, c'était tous des gens à la retraite qui faisaient ça pour se désennuyer, là. Fait que moi, j'arrive, j'ai 14 ans, dans un monde où je suis le seul qui est en bas de 55 ans, là, on s'entend. Fait que c'est pas facile, là, tu sais, tout le monde rit de toi un peu, puis fait que puis c'est drôle parce que je suis sûr que je faisais plus d'argent que tout ce monde-là réuni, là, parce que... Les autres, c'était pour le fun. Leur argent, c'était pour le fun. Moi, c'était vraiment pour faire des sous. Donc, fait que tout ça, ça m'a aidé. Le fait que j'ai eu beaucoup d'intimidation, ben, ça me permet d'aujourd'hui de, par exemple, faire une conférence de presse, annoncer un projet de tunnel au centre-ville que je voulais faire, puis que les médias, ils trouvent tout un peu zozo puis, tu sais, comme... Oui, parce que t'es marginal dans tes projets aussi, là. C'est pas juste je construis une maison, je la revends, un bloc ou tu sais, je sais pas moi, un édifice commercial. T'es très marginal dans tes idées, dans tes projets. Ça marche, mes affaires, tu sais, comme, par exemple, l'idée de construire par le bas une tour, comme, par exemple, construire le toit au rez-de-chaussée, puis on monte le toit, puis on construit par en dessous, ben tout le monde, il n'y a aucune personne qui croyait à ça au Québec, là. Les entrepreneurs en construction, ils trouvaient que ça avait aucun sens. Puis on le fait, là, puis aujourd'hui, c'est à travers le monde, ce concept-là. Fait que, tu sais, j'en fais des affaires fous, mais ça fonctionne. Tu sais, le tunnel, par exemple, là, les gens du MTQ, pendant les 30 quelques dernières années, ils ont payé des firmes d'ingénierie pour trouver des solutions. Okay? À plusieurs dizaines de millions de dollars à chaque fois. Okay? Ils n'ont jamais rien trouvé comme solution. C'était tout le temps un pont, puis il y avait des problèmes avec le pont parce que c'était les embranchements. Parce qu'un pont a beaucoup d'embranchements. Puis moi, j'arrive, que je connais rien là-dedans, j'arrive avec un concept de tunnel, puis écoute, au MTQ, là, ils capotaient. Là, ils ont dit « Wow, c'est la solution! » Ça se fait ailleurs, des tunnels. C'est pas juste ça, en fait, c'est pas le problème des tunnels, c'est les embranchements qui étaient problématiques. C'est rentrer dans le tunnel ou dans le pont qui est problématique parce que tu étais au centre-ville de Saint-Lambert. Okay. Ils ont dit « Wow, c'est tellement intelligent! » J'ai entendu parler d'eux autres, je les ai rencontrés. On a eu des rencontres avec l'ingénierie du MTQ. Puis on dit que c'est la meilleure solution qu'on a jamais vue à cet endroit-là. Puis tu sais, moi, je suis pas un gars de tunnel, je suis pas un ingénieur. Puis c'est moi qui trouve les solutions quand ils ont payé des dizaines de millions à 2 firmes d'ingénierie, là. Puis pas des petites firmes. Là. Non. Fait que c'est un peu ça. Fait que moi, je vois... En fait... T'es un visionnaire aussi. Ben, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, il dit, toi, t'es artistique, t'es créateur. Là, je dis, ben non, je suis pas de même. Moi, je me voyais pas comme ça. Puis ça fait pas tellement longtemps, ça fait peut-être 7-8 ans qu'on m'a dit ça. Il dit, oui, parce que, tu sais, c'est là qu'il m'a dit, mettons, le tunnel, le pont, parce que j'ai un projet de pont et tout ça. Il dit, c'est tout
c'est tout nouveau, C'est tes créatif. trucs. C'est tout, ouais, c'est la création que tu fais. Puis c'est vrai. Moi, j'aime pas ça faire un projet comme standard, tu sais. Comme par exemple, le Rubik, là, sur René Lévesque, coin Amherst. Ben, tu sais, c'est un terrain de 3000 pieds carrés. Non, puis j'ai construit une tour là-dessus, là, 10 étages. Mais normalement, 3000 pieds carrés, tu peux pas construire un immeuble, là, c'est trop petit, là. Mais avec mon concept de construction, avec le toit qui est au rez-de-chaussée, puis qu'on lève au fur et à mesure, ben on peut, parce qu'on n'a plus besoin de grue. Fait que plus de grue, ben c'est faisable. Fait que il y a un paquet de façons que j'ai trouvé de changer les choses, puis ça fonctionne, ça a fonctionné. L'histoire, on peut dire que qu'est-ce que moi j'apporte comme concept, ça fonctionne. Puis aussi, à travers ces idées-là, ben là, il faut que tu débattes. Tu sais, avoir l'idée, c'est une chose. Puis après ça, si on veut que ça se réalise, parce qu'on est entrepreneur, on veut réaliser la plupart du temps. On veut que ça... Des fois, ça n'arrive pas, mais la plupart du temps, on veut que, tu sais, ça arrive. Donc, on va mettre les efforts. Là, tu te butes à, tu sais, avec tous les projets que tu as, c'est de te buter parfois aux municipalités, aux gens. Ben, mes projets sont, avec les terrains, sont généralement très gros. C'est des gros terrains. Donc, souvent, on amène... Des fois, mon terrain est plus gros que la ville elle-même. Donc, par exemple, j'ai un terrain, c'est 6000 unités. 6000 unités, ben, c'est 20 000 personnes. Hein. On fait à peu près x3 là, par unité. Fait que la ville a à peu près ça comme population. Fait que moi, j'arrive, c'est certain que tout change. Là, je veux dire, le trafic, ça sera plus le même. Les boutiques, le marché, va falloir qu'il agrandisse. On crée des choses. Puis en même temps, ben, on amène ça, mais on amène peut-être un centre sportif avec un centre aquatique, un ci, un ça. Fait que le changement au Québec, surtout, là, les gens ont peur du changement. Puis souvent, par exemple, à la Carrière à Saint-Bruno, quand j'ai acheté la Carrière, c'est un site industriel en plein cœur de la ville de Saint-Bruno. Personne ne voulait que ça soit développé. Fait que là, les gens disaient, ben voyons, c'est un site industriel, tu peux pas mettre du résidentiel là. Mais aujourd'hui, j'avais plein de gens qui étaient contre le projet. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils veulent tous aller vivre là parce que c'est le plus beau projet de la Rive-Sud au complet. Oui, parce que tu veux donner de l'accessibilité aux gens. Là. C'est ce projet-là, au niveau de la résidence. Ben en fait, à ce projet-là, c'est un projet de résidentiel. Okay. Donc, moi, souvent, j'achète des terrains industriels ou qui ont des troubles au niveau de l'environnement. Donc, ils sont très contaminés, par exemple, ou quoi que ce soit, que souvent les autres veulent pas parce que sont compliqués. C'est des sites compliqués. Puis moi, j'achète, puis je décontamine, puis il y a des façons de faire, puis je demande des changements de zonage pour du résidentiel généralement. Un truc que les gens vont peut-être se souvenir, c'est j'ai acheté un hôpital. Quel hôpital? Le Montreal Children's Hospital, qui était sur Atwater et René Lévesque. Donc, quand j'ai acheté ça, les gens ne comprenaient pas trop qu'est-ce que je m'en allais avec ça, parce que c'était extrêmement contaminé. Beaucoup d'amiante, de plomb, parce que les peintures étaient au plomb. Il y avait des tanks de mazout, tout ça qui était là, parce que c'était un ancien site de 150 ans, donc il y avait toutes sortes de trucs. Fait que j'ai acheté ça sans aucune condition, donc pas de condition de zonage, pas de condition de contamination. Puis je savais qu'il y avait plusieurs millions là, en contamination. Puis aujourd'hui, ben, c'est le plus gros projet du Québec. Hein. Il y a 6 tours qui vont aller là. Un projet d'à peu près 1,5 milliard, 1,6 milliard. Là, t'as-tu vendu, toi? Ouais, t'as vendu? Oui, moi, j'ai vendu. Oui, exact. Fait que souvent, moi, je prends un terrain que souvent personne veut puis je crée de la valeur. Tu leur nippes. Oui, je crée de la valeur. Métamorphose. Donc, je prépare un projet global. Je décontamine la plupart du temps, puis je le remets à vendre. Souvent, c'est en partie. Comme le Children, on l'a vendu à 3 personnes différentes. Okay. Fait que souvent, c'est en partie. Puis là, tu rentabilises encore plus. Oui. Mais comme là, j'ai arrêté de construire beaucoup. Tu sais, on construit un peu, mais très peu. Mais quand les enfants vont être plus grands, je vais recommencer à construire. Là c'est les années que j'ai du fun avec mes enfants, que je veux être présent. Puis, même quand ils ont 17 ans, toute la gang et plus, là, ils ne voudront plus être avec papa. Là. Fait que ça va être le temps de recommencer à construire. Là, je vais moins revendre les terrains, puis je vais plus développer les terrains puis garder. Ça, développer. Ouais. En tant qu'homme d'affaires, quelles sont les meilleures qualités, tu penses, qu'un homme d'affaires devrait avoir? Qu'une personne en affaires, un homme, une femme d'affaires devrait avoir? Ben, un peu comme le titre de mon livre, Courage, Vision, Passion. Là, oui. Faut être du courage parce que il n'y a rien de facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Je pense que t'en sais quelque chose.
Fait qu'il y a rien de facile. Fait que faut être capable de naviguer à travers ça, puis souvent de pas prendre ça personnel. Des fois, il y a des trucs qui arrivent à la job, puis il faut pas que tu te prennes personnel. Puis faut que tu te relèves toujours, faut jamais lâcher, puis tout ça. Ça, c'est le courage. La vision, faut que idéalement, là, dans le meilleur des mondes, si tu veux vraiment réussir, faut que tu sois un peu différent des autres. Tu sais, faut que tu crées ton principe d'affaires, ton projet, mais un peu différent. Comme si tu fais comme tout le monde, tu as moins de chances de réussir parce que la tarte, elle se sépare pas. Mais si tu fais quelque chose de différent, que tu penses à une amélioration, parce qu'en affaires, c'est combler les besoins des autres entreprises ou des gens, des clients. Fait que faut que tu sois capable de voir loin, premièrement. Donc, comment qu'on fait ça? Donc, c'est comme aux échecs, tu essaies d'être 2-3 coups avant les autres. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Comme par exemple, si quelqu'un a prévu le COVID il y a 5 ans, il aurait investi dans le Zoom, puis dans les Teams, puis tout ça avant Microsoft et avant les autres. Fait que c'est de voir ça. Comme moi, quand j'étais jeune, à 17-18 ans, je savais que les résidences de personnes âgées au Québec, c'est l'avenir. C'était facile. On avait des cours de macroéconomie, par exemple, à l'université. Puis je comprenais très bien que l'avenir de la démographie au Québec, comme un peu au Japon, est inversé. Donc, au lieu d'avoir plein de jeunes comme en Afrique, t'sais, pourquoi l'Afrique n'a pas de problème de COVID? C'est parce qu'ils sont tous jeunes. L'âge moyen, c'est 23 ans. Tandis qu'au Québec, l'âge moyen, c'est peut-être 49 ans. Il y a une grosse différence, là. Donc, faut comprendre que les résidences de personnes âgées, pour quelqu'un qui était moindrement allumé, c'était évident. Là. C'était facile à voir. L'avenir au Québec. Moi, j'avais 17-18 ans, puis je voyais ça. Là. Donc, puis ceux qui ont parti des résidences de personnes âgées sont tous milliardaires aujourd'hui, là. T'sais, on l'a vu avec Résidence Soleil, là, il est milliardaire. Donc, Sélection et compagnie. Oui, ça aussi, milliardaire. Donc, fait que si j'avais parti là-dedans, mais j'avais pas, écoute, on me prenait pas au sérieux, là, à 17-18 ans, j'aurais pas été capable de construire un centre de personnes âgées de 150 millions, là, c'était impossible. Bon, mais je veux dire, il faut voir en avant. Puis la passion, je pense, c'est dans les 3 mots, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que si t'es pas passionné, c'est tellement dur d'être en affaires, que ce soit un homme ou une femme, encore plus probablement une femme. Mais il faut que tu sois passionné, il faut que tu aimes ce que tu fais. Parce que on fait pas ça pour l'argent. Là. C'est rare qu'on dit on part une compagnie pour l'argent. On part une compagnie parce qu'on aime ça. Comme moi, les cartes de hockey, c'est parce que j'aimais le hockey. Après ça, les chandails, c'est parce que j'aimais les groupes de rap qui portaient ça. Après ça, l'informatique, c'est parce que j'étais rendu un petit nerd à l'école, puis j'aimais ça, l'informatique. Fait que ça a toujours été une question de passion. Pourquoi j'aime l'immobilier? C'est ma passion. J'aime ça, l'immobilier. Tu sais, j'aime ça construire. J'ai plein de maisons. J'aime ça décorer, rénover, tout ça. Fait que c'est ma passion. T'aimes les voitures? T'es rendu à combien de voitures? 41. 41? Mon Dieu, je pense à la fois qu'on s'est parlé dans les 24 ou 27. Oh là 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 là, 41. Ouais. Tu prends-tu le temps de les conduire au moins une fois de temps en temps? Il faut, parce qu'il faut qu'ils roulent au moins un petit peu. Mais c'est surtout l'été qu'on peut les conduire parce que c'est des voitures d'été. Là, c'est pas l'hiver. Là, donc, j'essaie de faire un petit peu de kilométrage sur chacune pour faire rouler l'huile puis tout ça. C'est tellement un gros problème. Mais tu sais, en même temps, tu parles de milliardaires, tu parles d'argent. Puis, au Québec, on a de la misère à parler d'argent. Je sais qu'on en a déjà parlé ensemble. Tu me disais, moi, je compte, tu sais, en tout cas, je vais te laisser le dire, mais au Québec, on peut pas vivre notre richesse comme aux États-Unis, comme ailleurs. On le voit, là, en Floride, j'ai plein d'amis qui ont des maisons de 20-30 millions, puis au Québec, ils ont une petite maison de rien, puis un auto normal, puis en Floride, ils ont des Rolls-Royce, etc. Puis c'est mal vu. La nouvelle génération, c'est moins pire, les jeunes, même en bas de moi, là, 30 ans et moins. Puis en même temps, on l'a vu avec les carrés rouges, là, qu'ils se promenaient au centre-ville, ils graffinaient les Mercedes, les Audi, tout ça. Fait que c'est mal vu. On vient de la religion un peu catholique là, qui dominait le Québec là, dans les années 40-50, qui disait c'est pas bon l'argent. Fait qu'on suit ça. C'est comme mal vu de faire de l'argent. Ah oui, puis si tu fais de l'argent, t'es un crosseur, t'es une mauvaise personne, t'es malhonnête. Tout à fait. Mais il faut comprendre que les gens qui font de l'argent,
c'est ceux qui redonnent à la société le plus. Là. C'est grâce à des gens comme moi qui redonnent beaucoup à des fondations, qu'il y a des fondations qui existent. Parce que si tout le monde gagnait 50-60 000, il n'y aurait pas d'argent pour donner à des fondations. C'est pas vrai, là. T'sais, moi, je donne au moins 200-300 000 par année à des fondations, mais si je gagnais 50 000, je pourrais pas. Fait que les fondations n'existeraient pas. S'il n'y avait pas de riches, là, ça n'existerait pas. Fait que, en plus de ça, on crée de l'emploi. On crée énormément d'emplois. On paye des taxes. Là. Moi, je paye des millions en impôts par année. Fait que si j'étais pas là, ben, il y aurait un paquet de gens de l'aide sociale qui ne recevraient pas leur chèque parce que on est à peu près 20% de la population qui paye pour 100% des gens. Là, le 80% qui reste. Là. Fait que, être riche au Québec, c'est 130 000 par année. Là. Pauline Marois voulait taxer les riches là, quand elle était au pouvoir de 75%. Donc, ceux qui gagnent 130 000, 75%. Écoute, c'est ridicule, là, à un moment donné, parce qu'il y a les TPS TVQ en plus, il y a les taxes sur les autos. Moi, une plaque d'auto, là, ça me coûte 7 000 là, par auto. Là, c'est pas 200 Puis on se rappelle que tu en as 40. Genre, ça me coûte dans les 6 chiffres, là, facilement, de plaques d'auto. Fait que j'aide aux routes, là, tu sais, veux pas, là. Donc... tu vas avoir un petit bout de trottoir, ouais, c'est ça, exactement. L'entretien des routes. Donc, on aide beaucoup, là, parce que veux pas... si tout le monde gagnait 50 000, il n'y aurait pas de création d'emploi, premièrement, là, tu sais. Puis, tu sais, on redonne beaucoup à la communauté, veux pas, là, tu sais. Fait que... Puis, en dépensant, ben, on crée de la richesse pour d'autres. Tu sais, veut pas. Fait que faut vraiment arrêter de pisser sur les riches parce que c'est les riches qui fait que les pauvres peuvent vivre convenablement au Canada, là. Puis surtout, pourquoi, à quelque part, il y a cette vision-là? Parce qu'il y a eu, tu sais, il y a des gens riches comme toi, comme M. Lépine, tu sais, comme on peut nommer plein de gens qui sont impliqués, qui donnent aux suivants, qui sont philanthropes, etc. Mais tu as des pas fins aussi. Tu as cette image-là de... Mais ça, il y en aura toujours dans toutes les sociétés. Il y a des gens pauvres qui sont pas fins. Oui, exactement. T'sais. Mais on les voit moins, ceux-là. Ils ont raison d'être pas fins parce qu'ils sont pauvres. Oui, mais toi, t'as pas raison d'être pas fin. T'es riche. Oui. la mentalité. Tu sais, je parle de la mentalité. Mais faut pas c'est pour tout ça mettre, qu'on... Ben non, je suis bien d'accord avec toi. Ça. Puis, tu sais, j'ai été dans une émission d'Isabelle Méchard qui disait l'argent fait-il le bonheur? Ben, j'étais avec une autre dame qui disait que non, ça n'a pas rapport à être riche, ben, tu sais, pas être riche, mais avoir beaucoup d'argent puis le bonheur. Puis moi, je disais le contraire. Puis la raison pourquoi je disais le contraire, c'est que l'argent amène la liberté. Mais pas juste la liberté du temps, mais la liberté de choisir. Fait que tu pourrais dire, par exemple, moi, je donne souvent un exemple. J'arrive au restaurant, j'ai 2 plats, je sais pas quel choisir, mais je prends les 2, puis je pige les 2, puis je choisis. Mettons, mes enfants étaient malades, jeunes, mais on prenait l'avion, on allait en Floride, puis c'était fini, là, la grippe partait là, automatiquement avec l'air salin sur le bord de la mer et tout. Fait que souvent, c'est pas juste... Tu peux être riche puis gagner 100 000 par année, là, puis ça dépend combien tu dépenses. Fait que la richesse, là, en fait, l'argent fait le bonheur, oui. En fait, elle amplifie qu'est-ce que t'es. Si t'es une mauvaise personne, si t'es pauvre, mauvaise personne, mais si t'es riche, tu vas être encore plus mauvais. Encore plus exécrable. Exactement. Oui. Tandis que si t'es heureux, pauvre, tu devrais être heureux, riche. Il n'y a pas de raison de... Tu sais, puis ça amplifie qu'est-ce que t'es, en fait, la richesse. Fait que, dans mon cas, moi, j'étais très heureux quand j'étais jeune, pauvre et tout ça, puis je le suis encore aujourd'hui. Fait que ça me permet d'avoir la liberté, par contre. D'avoir de la liberté, exactement. Ça n'a pas de prix. Non, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Exactement. Tu sais, ton enfant est malade, tu ne te poses pas de questions, tu peux aller au pays. Effectivement, tu peux te permettre. Bon, on voit avec le système de santé québécois qui est le pire de l'Amérique. Là. Si moi, je tombe malade, ben, je vais aux États-Unis. Là, je ne viens pas ici à attendre un scan. Tu sais, un dermato au Québec, ça prend 1 an et demi à avoir. En Floride, quand j'ai besoin d'un dermato, je m'en vais là-bas. J'arrive le matin à 11h, je sors de l'avion, j'en appelle. Dans même demi-heure, 1 heure, j'ai un rendez-vous, là. Fait que, aux urgences, j'ai déjà eu un accident automobile en Floride. Puis, le temps que le police arrive, ma femme était à l'hôpital, elle avait déjà son scan, elle était déjà traitée, elle avait sa prescription de médicaments, puis elle était revenue que moi, j'étais encore en train de remplir des papiers avec la police. Tu sais, puis elle est arrivée à l'urgence, puis il y avait 5 minutes d'attente, puis il s'excusait, là, tu sais, c'était comme « Excusez, madame, là, on a 5 minutes d'attente aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il y a autant de monde. » 5 minutes d'attente. Ici, aller à l'urgence, c'est 18 heures là, pour
si t'as pas une grosse affaire, là, si tu ne manques pas un bras. Fait que, je veux dire, ça n'a aucun sens, là. Puis, les gens qui font de l'argent n'utilisent pas les services publics, là. Tu sais, moi, je suis tout en privé, là. Ils payent pour, mais... Ben oui, on paye l'impôt au bout, puis l'école, c'est du privé. Les soins de santé dentaire, peu importe, c'est du privé. Donc, c'est un peu ça. Il faut relativiser, puis il faut vraiment amener. Puis aussi, c'est que si tu inculques ça à tes enfants, de pas aimer la richesse, de pas aimer... Puis aimer la richesse, ça veut pas dire de faire ton argent en écrasant les autres, puis en jouant du coude. Comme tu dis, quelqu'un qui va être insidieux, qui va justement piler sur les autres pour avoir un poste de direction, peu importe, s'il devient riche, cette personne-là devient riche, elle va avoir le même minding, elle va être pareille, puis elle sera pas une meilleure personne. Mais la personne qui est bien, ben à ce moment-là, même si effectivement, elle fait les pas pour devenir mieux nantie, ben, elle va continuer à être une bonne personne puis à en aider d'autres. Par contre, quand on est riche, il y a aussi le fait que il y a bien du monde qui veulent être nos amis. Il y a les parvenus, il y a les arrivistes. Es-tu capable de les déceler, ces gens-là? Ben oui et non, là. Mais écoute, ça fait partie de la game, comme on dit, là. Faut vivre avec. Puis moi et ma femme, c'est de plus en plus difficile de devenir amis puisqu'on a un cercle d'amis qu'on a depuis très, très, très longtemps. Puis on les garde. Les amis qu'on est bien avec, faut les entretenir. C'est comme une relation de couple. On les entretient, puis ça va bien, puis on change pas souvent. Donc, c'est drôle parce que souvent, des gens, des femmes essaient d'être amies avec ma femme, puis elle leur dit carrément, elle dit, je me cherche pas de nouveaux amis. Là, fait que, parce qu'ils veulent passer par elle des fois. Peut-être aussi, là. Peut-être aussi, mais qu'est-ce qui est plus dur de tout ça? C'est plus au niveau des enfants. C'est d'être capable d'inculquer les bonnes valeurs qu'on a encore parce que je viens d'un milieu pauvre, mais eux, ils n'ont pas vécu ça. Là. Fait que c'est difficile, comme par exemple, s'ils veulent quelque chose, on les fait parfois, on essaye du mieux qu'on peut, les faire attendre pour qu'ils apprennent le sentiment de patience. Par exemple, tu l'as vu avec Benjamin, quand il a travaillé à la carrière, je veux dire, il était fâché parce que son cousin, il avait commencé un an avant, il gagnait 18$ de l'heure, Benjamin était au salaire minimum à 14, je pense, 13$. Il a travaillé avec mon fils aussi était exact, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Puis, tu sais, il arrivait, il était tout crotté, écoute, il avait peinturé au soleil toute la journée, il était, tu sais, fait que il était pas obligé de faire ça. Là. C'était facile pour moi d'y payer qu'est-ce qu'il avait à payer à la fin de la semaine. C'est sorti ou peu importe. Là. Sauf que il l'a fait, puis dans des conditions exécrables, là, on s'entend. Les pires jobs, on y faisait faire. Là. Puis c'était un peu voulu dans son éducation. Oui. Puis, tu vois, il a cheminé, puis il travaille encore là quelques jours par année. Là. Puis... Ça prend ça. Faut expliquer la valeur de l'argent aux enfants. Puis c'est difficile quand les parents peuvent tout payer aux enfants. Fait que, mais c'est très important parce qu'on voit souvent, moi je dis parfois avec des deuxièmes générations qui ont tout eu. Puis, les enfants rois. C'est horrible. Là. C'est horrible. Là. Donc, c'est ça. Ils pensent que tout leur est dû, puis là, toi, t'arrives. Ils sont pas très gentils parce qu'ils ont tout eu. Ils ont été élevés par les nounous. Souvent, dans les deuxième génération de gens très riches, surtout anglophones, ils connaissent pas leurs parents parce qu'ils ont été en pension durant la semaine dans des écoles loin, par exemple. Donc, ils voyaient les parents seulement, mettons, une fin de semaine sur 2. C'était les nounous qui étaient là. Fait que c'est pas ça, moi, je voulais. D'ailleurs, c'est pour ça que l'immobilier, pour moi, aujourd'hui, c'est surtout du développement de terrain parce que ça me permet d'être présent durant les années qui ont le plus besoin. Donc, c'est certain que pour un homme à 2-3 ans, c'est quand ils ont 2-3 ans, c'est moins le fun. Mais quand ils ont 4-5 ans, jusqu'à 15-16, parce qu'après ça, ils veulent plus voir papa. Fait que c'est ces années-là que moi, je veux être là, puis que c'est pour ça que je fais
quasiment seulement du terrain maintenant, mais que je vais recommencer dans une couple d'années à bâtir. Parlons-en de ta famille. Tu as ta charmante épouse Isabelle. Ça fait 11 ans que vous êtes mariés. Oui. Et 3 beaux enfants. Benjamin d'une première union. Ouais. Une autre union, mais Benjamin qui est ton sousi. On met Luc dans une photocopieuse 3D et puis c'est Benjamin qui ressort. C'est sûr et certain. Et vous avez le beau Hugo et Mégane. Parle-nous de ta famille, justement de ton vrai, moi je peux dire ton vrai richesse. Oui, c'est ta vraie richesse, ouais, exactement. Ta vraie richesse qu'on peut pas mettre de zéro puis de signe de pièce. Pour vrai, la famille, c'est la vraie richesse parce que peu importe, mettons, je perds tout, mais la famille va toujours être là. Donc, c'est très important. Puis, on a Benjamin qui est l'entrepreneur en série, qui a déjà acheté 3 triplex D'ailleurs, son premier triplex, il avait même pas 16 ans. Là, il est en train d'en acheter un 4e. Dans 2 mois, il devrait notarier. Donc, c'est ça. C'est un entrepreneur. Il veut faire comme moi, dans l'immobilier surtout. Mais il a vendu des chandails lui aussi. Il a vendu des pompes, pas des pompes à piscine, mais des genres de pieuvres qui se promènent dans la piscine, là, les robots de piscine. Oui. Robots de piscine. Fait qu'il a vendu des robots de piscine. Écoute, il y a à peu près tout qu'il n'a pas fait. Là. Il a travaillé sur des livraisons. Dans le temps du COVID, au début du COVID, il a parti d'une compagnie de livraison. Il était 50 quelques employés, puis il livrait. Il était sous-traitant pour Purolator. Il fait toutes sortes de trucs pour faire des sous, qui est une bonne et une mauvaise chose parce qu'il a délaissé un peu l'école. On essaie de le ramener pour dire que l'école, c'est plus important. Les sous, il y a toute la vie pour en faire. Bon, je suis une mauvaise exemple parce que j'ai lâché l'université. Parce que je dis, mais pas ce que je fais. mais à ma défense, j'ai fini mon université. J'ai retourné dernièrement. J'ai fait une maîtrise là, à ma défense. Mais c'est ça. Fait que là, on a cet entrepreneur-là qui veut devenir puis qui, je pense, qu'il fait bien. Là, qui se concentre vraiment au cégep pour finir le cégep comme il faut. Là, après ça, tu as Hugo. Hugo, c'est un créatif, il a un gros TDA, fait qu'il est souvent dans la lune, il est souvent perdu dans les étoiles et tout ça. Mais c'est un créatif, il est fin avec tout le monde, il a beaucoup d'empathie avec sa sœur, par exemple. Puis sa sœur, c'est une boule d'énergie. Elle bouge, elle n'arrête pas. Elle est malentendante aussi. Ah oui? Fait que, en fait, vu qu'elle est malentendante, ben, ça a développé d'autres façons de faire et tout. Puis, elle est malentendante malheureusement. Mais ça lui donne d'autres caractéristiques, d'autres forces. Mais ça amène un défi familial. Mais ça soude d'une famille aussi quand un enfant... Oui. Mais ça n'a pas été facile surtout pour ma femme, parce que c'est ma femme qui s'occupait... grosso modo, c'est ça a donné, pour ma fille Mégane, ça a donné un défi à la famille. Elle allait dans une école de malentendants, donc on apprenait la langue des signes. C'est pas évident, là, c'est vraiment pas évident. Surtout pour moi, ma femme, c'est pas pire, elle est bonne dans les différentes langues, mais moi, impossible. Puis j'ai une belle histoire vite à raconter, c'est que on a voulu la sortir de l'école de malentendants pour l'amener à l'école normale. Puis ils ont tout fait pour pas qu'on le fasse. Elle s'en allait redoubler sa maternelle parce qu'ils disaient qu'elle était pas prête pour la première année. Puis nous, on l'a quand même mis en première année dans une école privée, une école bilingue. Là, quand ils ont su ça, ils ont dit qu'elle sera jamais capable d'apprendre une autre langue. Puis aujourd'hui, quelques années plus tard, c'est comme si elle avait rien. Elle parle 2 langues et complètement bilingue. Puis, elle parle aussi un peu chinois. On va en parler de ça parce que là, le mandarin, c'est toi qui voulais que tes enfants apprennent le mandarin. Mais en fait, en tant que parent, on essaie de donner le plus d'outils possible à nos enfants pour qu'ils se débrouillent dans leur avenir. Okay? Moi, j'essaie de voir l'avenir tout le temps en affaires. J'ai toujours... Puis, pourquoi j'ai des terrains? C'est parce que je pense à long terme. Parce que si je pensais à court terme, je n'achèterais pas des terrains. Fait que l'histoire, c'est que on essaie de tout donner à nos enfants, les meilleures choses qu'ils ont pour affronter le monde. Puis l'avenir, veut pas, c'est la Chine. Tu sais, la Chine va dominer le monde. Elle le fait pratiquement aujourd'hui, mais dans 20 ans, ça va être encore 1000 fois pire. Là. Tu sais, là, on parle des États-Unis, la dette américaine appartient toute à la Chine. Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent avec les États-Unis à cause que tout l'argent qu'ils doivent, ça appartient à des Chinois. Les milliardaires
il y a plus de milliardaires en Chine qu'aux États-Unis aujourd'hui, puis ça va être comme ça. Fait que l'avenir, c'est vraiment la Chine. Fait que si tu donnes s'ils apprennent les rudiments, en tout cas, c'est tellement difficile qu'au moins s'ils apprennent la base du mandarin, ben, ça va aider beaucoup plus que l'espagnol, par exemple. Mm-hmm. Parce qu'avant, on donnait anglais, l'espagnol, on voulait qu'ils apprennent 3 langues, mais si tu apprends le mandarin en plus de l'anglais, parce que, tu sais, la loi 101, par exemple, au Québec, ils veulent pas que, comme moi, mon rêve, ça aurait été que mes enfants aillent à l'école anglaise. Bon, la foutue loi 101 fait que ça brime les enfants à une meilleure vie plus tard. Parce que ceux qui vont être bilingues ont des meilleures conditions de travail et des meilleurs salaires. Mm-hmm. Donc, la loi 101 dit, reste ignorant. C'est pas compliqué, là, c'est ça. Fait que, ou prends d'autres moyens pour devenir bilingue ou trilingue, oui. Ben, c'est ça qu'on a fait, nous. On a pris d'autres moyens. On les a inscrits dans des écoles bilingues privées. Mais c'est pas l'idéal. L'idéal, ça aurait été une école anglophone. Mais bon, on n'a pas le choix. On est au Québec. Mais c'est un peu ça que je dis, c'est donner le plus d'outils pour affronter le monde. Parce que c'est pas à eux d'y penser quand ils sont jeunes, les enfants, c'est aux parents d'essayer de prévoir et de dire quels seront les meilleurs outils. Exact. Puis là, tu te dis, avec le mandarin, avec la Chine. C'est un des outils, mais tu sais, faut qu'on leur apprenne, mettons, les sports, des sports d'équipe pour qu'ils soient capables de bonder avec d'autres. Tu sais, comment je pourrais dire, de pas se décourager, leur montrer qu'il y a rien de facile. Tu sais, ma fille n'a pas été prise, elle voulait être dans le cheerleading élite, elle n'a pas été prise, elle pleurait. Mais ça prend des épreuves comme ça pour leur montrer que... Des échecs. Exact, que la vie est difficile, là, c'est pas, il n'y a rien de facile. T'as pas tout pris dans le bec, surtout quand justement t'as déjà l'avantage d'être bien nanti puis de manquer de rien à ce moment-là. Mais la vraie vie, c'est que souvent, on couvre trop nos enfants. Les écoles font la même chose. Mm-hmm. Les écoles, exemple, ils essaient d'avoir la note à tout le monde pareil. Ils font plus, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui double, là. Ça n'existe plus vraiment. Non. Parce que c'est malheureusement. Tu peux, mais le parent doit beaucoup insister parce que tu peux refuser que ton enfant passe. Les parents connaissent pas leurs droits. C'est ça un des gros problèmes dans le milieu de l'éducation. Mais on nivelle toujours par le bas. Mm-hmm. Comme là, aujourd'hui, la dictée français, là, les enfants sont plus capables. Trouées. Ils ne donnent même plus la peine de faire des dictées. Des dictées trouées. C'est ça. Juste mettre le mot. Fait que, tu sais, c'est tout le temps du nivellement par le bas. Mais dans la vraie vie, quand tu sors de l'école, là, mettons, tu finis ton université, là, puis tu veux devenir comptable, là, puis t'as un poste, puis t'es 50 à demander le poste, là, à vouloir le poste. Mm-hmm. Mais faut-tu te battre, là? Mm-hmm. Tu sais, la vraie vie, c'est ça, là. Faut-tu te battre, là? Faut que tu démontres que t'es le meilleur. Faut que tu démontres que t'es les meilleures aptitudes, etc. Aujourd'hui, à l'école, c'est pas ça, là. C'est tout le temps nivelé pour que un gagne pas plus que l'autre, etc. Pas brimer un. Puis souvent, même, je te dirais que même ceux qui sont plus turbulents, ceux qui ont des plus grands défis, vont avoir des récompenses lorsqu'ils vont avoir des meilleurs comportements. Mais ceux qui sont fins durant toute l'année, ils ont rien. Alors, il y en a que ça va amener justement à développer des comportements. Oui, vraiment. Là, donc, les enfants qui habituellement ont un très beau comportement vont parfois développer des comportements pas adéquats parce qu'ils vont voir, mettons, ceux qui ont des troubles de comportement, eux, la fois où ils sont gentils, là, on part. Ouais. Puis c'est pas mauvais dans le sens qu'on a du renforcement positif à faire. Mais il faut pas oublier justement de souligner ceux qui sont tout le temps gentils. Là. Exact. Mais il y a beaucoup de travail à faire dans le milieu de l'éducation. Tout à fait. Puis effectivement, de plus en plus, les parents doivent eux-mêmes aller chercher les outils ou aller. Puis en tant que COVID, c'est encore pire. Là. On a 2 ans. C'est triste parce que comme moi, tu sais, j'ai vu mes enfants devant un ordinateur faire l'école. Puis moi, j'aurais eu de la misère. J'ai un gros TDA, moi aussi. Là. Puis c'est pas pour rien que mon fils il a un TDA. Là, ça vient. C'est héréditaire. Fait que j'aurais pas été capable. Là. Tu sais, j'ai fini mon université là, au mois de mars 2020, juste avant le début de la COVID. Puis si c'était 1 an plus tard, je l'aurais lâché. Ça n'a pas encore fini. J'aurais lâché. Là. Fait que tu sais, c'est un autre défi pour les étudiants. Là, il y a beaucoup de capacités d'adaptation et de résilience qu'on doit tous faire, mais pour les élèves, c'est tough pour les élèves. C'est difficile aussi, effectivement.
Tu parlais d'amitié, tu parlais de famille. Quel est l'héritage que tu veux laisser à tes enfants? Je parle pas d'argent, bien sûr. Mhm. Qu'est-ce que tu veux leur laisser le plus en héritage humain? Oui, ben, un point que j'ai eu de ma mère, ma mère m'a toujours dit, peu importe ce que tu fais dans la vie, quand tu vas mourir, les gens vont se rappeler de ton nom, pas le nombre d'argent que tu as eu et tout ça. Elle m'a toujours dit, protège ton nom, sois gentil avec tout le monde. Elle m'a souvent dit, sois gentil avec tout le monde. Puis c'est drôle parce qu'à l'école, ceux qui se font intimider, c'est souvent les plus nerds, ceux qui sont bons à l'école, premièrement, qui étudient, qui font leurs devoirs, qui sont pas dans les groupes sportifs, puis tout ça, qui fument pas des joints dans le cours d'école, etc. Puis plus tard, c'est eux qui ont réussi, là, c'est eux les chefs d'entreprise, c'est eux souvent, c'est comme qui dirigent les choses et tout. C'est les nerds, là, c'est comme... Fait que ma mère m'a toujours dit, sois gentil avec tout le monde, protège ton nom. Elle m'a vraiment dit ces deux choses-là. Puis je le vois aujourd'hui, là, tous ceux que j'ai été gentil avec, ben en fait, j'ai toujours été gentil avec tout le monde au secondaire, mais ceux que tout le monde, comment je pourrais dire, intimidait, était pas fin avec, mais c'est ceux-là qui ont réussi, là. C'est pas le hot en football, là, qui était meilleur que tout le monde puis qui il battait tout le monde. T'en as-tu revu des gens qui t'ont intimidé? Ben, intimidé, j'en ai-tu revu? T'en as-tu genre croisés qui ont été... Intimidé, oui, mais pas parlé. J'en ai vu quelques-uns, mais j'ai pas jasé. T'as jamais comme eu contact avec ces... Non, mais par contre, j'ai eu plein de gens qui étaient reclus, qui parlaient pas aux autres, tout ça, qui sont devenus des gens importants. Puis ça, j'en ai eu plein que j'ai rencontrés. Ouais. Fait que ça, c'est comme on dirait pas la vengeance mais c'est ça. C'est des fois le retour du balancier. Ben, c'est souvent comme ça, hein. C'est souvent comme ça. Puis moi, qu'est-ce que je veux laisser vraiment à mes enfants, c'est un peu ça, d'être respectueux envers tout le monde, de toujours être le plus gentil possible, puis protéger ton nom, parce que t'en as juste un. En protégeant ton nom, ben tu fais moins de niaiseries, tu fais pas en affaire des moyens faciles, donc des moyens rapides pour faire plus d'argent, puis tu sais, être en trouble, par exemple, vendre de la drogue, par exemple, ou des trucs du genre. Faire de l'argent, c'est intéressant, mais comment tu vas la faire, ton argent? Exactement, exact. Ou des deals pas trop honnêtes, là. Ben, c'est comme mon fils, à un moment donné, il vendait des chandails, puis c'était des chandails avec des marques qu'il mettait. Tu sais, mettons, Louis Vuitton. Fait que là, j'ai dit, Ben, tu peux pas faire ça. Là, il dit, pourquoi? Tu sais, puis là, il fallait que j'y explique. J'ai dit, c'est pas grave, là, même si tu le vends, tu fais de l'argent, c'est pas ça, là. C'est que tu peux te faire poursuivre, là, par ces compagnies-là. Puis les autres, même si t'as 15 ans, parce qu'il y avait à peu près ça, 15 ans, même si t'as 15 ans, ton nom peut te suivre, là, tu sais, ce truc-là peut te suivre toute ta vie, tu peux pas faire ça. Fait qu'il a arrêté. Faire les choses, mais fais le bien. Oui, mais il fallait que j'y explique, tu sais. Pour lui, il voyait rien de mal, là. Mais tu sais, c'est pour ça que le nom, préserver le nom, le respect des autres est important, parce que souvent, quand tu as des sous, tu oublies le respect des autres. Tu deviens hautain, tu deviens... narcissique. Ouais. Puis ça, c'est important de rester terre à terre. Ça, c'est une des choses qu'on me dit le plus souvent. Je suis toujours terre à terre, puis je suis toujours gentil avec les autres. Puis ça, c'est un commentaire qu'on me dit souvent. Puis ça, je pense que c'est mon commentaire que j'aime le plus recevoir. C'est-à-dire que t'es resté le même, puis t'es humble, puis... Oui, parce que l'image, tu sais, il faut te le dire, puis t'en côtoies des gens d'affaires depuis des années. Tu sais, il faut se dire que, sans généraliser, l'image souvent qu'on a de l'homme d'affaires prospère, c'est un homme, tu sais, avec beaucoup de la prestance, mais pas du bon côté, là, tu comprends, avec un ego plus gros que son compte de banque, qui est rough, qui parle fort, Les anciens hommes d'affaires, ils géraient souvent par la peur. Donc, la peur qu'ils te mettent dehors de ta job. Mais aujourd'hui, ça prend des rassembleurs. Ça prend tu sais, ceux qui dirigent, là, ça prend des rassembleurs. Donc, être capable de former des équipes, puis de les pousser, de les motiver et tout ça, c'est différent. Puis, tu sais, les syndicats, moi, je suis entièrement contre les syndicats. Pourquoi? Parce que comment je pourrais dire? Ça encourage la médiocrité. Parce que il manque tellement d'employés dans tous les secteurs qu'en étant employeur, si t'es pas gentil avec tes employés, si tu leur
donne pas des bonnes conditions, ben t'en auras pas d'employés, c'est pas compliqué. Puis aujourd'hui, tu es obligé de donner des gros salaires. Parce Puis avec les médias sociaux maintenant, tu sais, il y a dans les années 40, 50, c'était une chose. C'est important. Mais je suis vraiment dans la même ligne que toi, parce que même là, avec la COVID, tu sais, t'as pas le temps de commencer à faire d'utiliser, de faire de la propagande syndicale en enseignement. C'était pas le temps. Moi, j'ai beaucoup aidé des enseignants dans le milieu scolaire qui avaient peur de retourner en classe, pas à cause de la COVID, à cause de pression syndicale. Oui, c'est fou. Parce qu'ils étaient vraiment mindés, vous allez à l'abattoir, vous allez être les cobayes. Puis les gens voulaient retourner dans le milieu de l'éducation, voulaient retourner dans leur classe avec leurs élèves, mais ils avaient plus peur, vraiment du milieu syndical. Puis effectivement, maintenant avec les médias sociaux, si tu es un employeur merdique, ça va se savoir assez vite. On n'aura pas besoin de syndicats, puis tu n'auras pas besoin de faire du piquetage. Les gens là, au Saguenay, là, pendant 4 ans, je les ai vus, moi, là, dehors, là, à moins 30. Tu sais, là, les concessionnaires, puis tout ça, là, il y en a qui ont perdu leur maison, il y en a qui se sont suicidés avec ça, parce que c'est 4 ans de lockout. Non, fait que c'est ça. Fait que, je suis d'accord avec toi, parce qu'effectivement, ça encourage la médiocrité. Ça encourage aussi les employés d'obtenir gain de cause auprès d'un employeur avec des menaces, puis souvent de prendre des enfants en otage. Moi, je l'ai vu dans l'éducation, mettons, un prof de religion, que son cours était aboli, qui était un prêtre, là, puis qu'il a toujours fait de la religion. Puis là, à cause qu'il est syndiqué, ils sont obligés de le garder. Fait que là, ils le mettaient, mettons, en éducation physique ou en mathématiques. Mais là, ça n'a aucun sens, là. Fait que c'est de l'aberration. Puis une des raisons que le système de santé va mal au Québec, c'est à cause des syndicats. En fait, c'est la raison principale, c'est les syndicats. C'est pour ça que ça va mal au Québec. Puis ailleurs, il y a beaucoup moins de syndicats et ça va beaucoup mieux, là. Beaucoup, beaucoup mieux, là. Fait que... Le milieu pharmaceutique, il n'y a jamais eu vraiment de syndicats là-dedans. Puis il n'y en a pas de problème. C'est très prospère. Bon, tu vas dire que c'est le milieu pharmaceutique. Il y a d'autres débats, puis il y a d'autres choses par rapport à ça. Ouais. Mais justement, ta vision de la famille au Québec, tu sais, de vivre au Québec parce que tu es un homme d'affaires au Québec, tu vis au Québec avec ta famille, parce que tu fais pas vraiment des affaires extérieures Québec. Non, en fait, une des raisons, c'est parce que je veux rester près de ma famille. Donc, peut-être je vais en faire dans 5-6 ans quand les enfants voudront plus voir papa puis être avec papa, qui vont avoir leurs amis puis qui vont être débrouillards assez. Mais pour l'instant, c'est pas j'aime le Québec, puis je reste au Québec, puis je fais mes affaires au Québec. Je ferais sûrement beaucoup plus d'argent si je faisais le même genre de comment je pourrais dire, de développement et d'affaires. Si j'étais en Ontario, par exemple, je ferais sûrement beaucoup plus d'argent parce que tout est compliqué. Ouais, pas juste ça, c'est que tout est tellement compliqué au Québec plutôt qu'ailleurs. Là. C'est très, très bureaucratique, c'est très socialiste, le Québec. Fait que faire de l'argent, ça paraît mal. Comme par exemple, j'ai lancé une idée de pont privé à Trois-Rivières, pas à Trois-Rivières, à Sorel, pour remplacer le traversier, qui serait entièrement payé par mois. Donc, il n'y a pas il y a pas le public ni rien, là, si je paye le pont. Puis ça n'a pas passé parce que je suis un Québécois, puis ils veulent pas que le gouvernement veut pas que je fasse l'argent sur le dos des autres Québécois. Mais là, les gens payent quand même pour traverser avec le traversier, il faut qu'ils payent. Mais je dis, ils vont payer la même chose. Un peu comme le pont de la 25. Oui, c'est la même chose. Mais le pont de la 25, c'est des étrangers qui sont propriétaires. Et donc, je dis tout le temps que ça aurait été plus facile pour moi de lancer ce projet-là si j'étais, mettons, brésilien. Okay. C'est une compagnie de Brésil, par exemple. Ça aurait beaucoup mieux passé. Donc, le Québec n'encourage pas toujours les Québécois à être prospères dans leur propre pays? Non. On le voit dans un paquet de compagnies qui c'est comme ça, là, qui sont très forts. Moi, j'ai une compagnie, j'ai plusieurs compagnies, là, je fais pas juste l'immobilier, mais une de mes compagnies qui s'appelle BeWagon, qui a un système de vélo partage un peu comme Bixi. Puis on est ailleurs dans le monde, là, puis on n'est pas au Québec, puis notre système est 1000 fois mieux que le Bixi. Là, on est beaucoup plus avancé que le Bixi. Puis ici, on n'est pas capable de passer parce que je sais pas pourquoi, mais ailleurs, on est au Portugal, on est en Angleterre, on est partout aux États-Unis, puis ici, on ne l'est pas. Au Québec, il y a l'envie. Je pense que j'ai déjà entendu un psychiatre dire ça, qu'un des plus, justement, un des plus grands défauts des Québécois, c'est l'envie. Il faut surtout pas que ta tête sorte plus haut que les autres, parce que c'est pas un étranger qui va t'accouper, c'est un Québécois. Ouais. Tout à fait. En fait, les Québécois sont jaloux de ceux qui réussissent.
Puis on le voit, là, tu sais, les Grecs, les Asiatiques, les Juifs s'entraident tous. OK? C'est des communautés qui Un Juif, s'entraident. là, il veut partir en affaires et il va pas à la banque, lui. Là. C'est ça, c'est sa il parle à la communauté. communauté. Fait que tout le monde s'entraide. Un Québécois va passer en affaires, l'autre va ouvrir à côté de lui pour le démolir. Il va copier son modèle d'affaires. Tout le temps comme ça. Ça m'est arrivé, moi. Ouais, ça m'est arrivé. Le nom de mon entreprise se retrouvait sur un autre site Internet. C'est typique québécois. Dans les autres nationalités, on voit pas ça. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est pour ça que les gens, ceux qui réussissent, souvent, ils se cachent au Québec, puis ils mettent leur richesse ailleurs, puis ils dépensent ailleurs, et pas au Québec parce qu'ils veulent pas se faire jalouser et tout ça. Mais moi, ce concept-là, depuis que j'ai 14 ans, je fais de l'argent. Là, Fait que j'ai comme été habitué, puis je vis avec ça très bien. Mais quelqu'un aujourd'hui qui a une idée, par exemple, quand j'ai fait Occupation Double à l'époque, j'étais partenaire, j'avais un paquet de business, puis il y a certains de mes partenaires qui voulaient pas qui voulaient pas continuer avec moi en business. Il a fallu que je cède ma compagnie, mes actions. Parce que tu as l'occupation double? Oui, parce qu'il n'aimait pas l'attention que ça générait. Puis, à l'époque, il disait que j'étais comment je pourrais dire? Le personnage de télé-réalité mondial le plus riche à l'époque. C'est ça qui m'avait mis dans les journaux. Puis ça a fait le tour du monde, là, parce qu'il y a eu... T'as donné une idée, là, la première journée, il y a eu 124 000 femmes qui m'ont écrit. La première journée, premier 24 heures. Quand ils ont su que tu étais millionnaire. Ouais. Mais c'est à travers le monde, parce que ça s'est promené à travers le monde, ce truc-là. Tu avais des candidates, là. Ouais, un petit peu trop. Au Yop Occupation Double. Ouais. Ben, moi, j'en avais juste une dans ma tête, fait que j'ai fini avec et tout. Ah, c'est bon. Mais effectivement, ça a causé des problèmes à certains de mes partenaires. Là. Ils voulaient pas que ça soit... Comment je pourrais dire, que j'aille toute l'attention puis que ça soit sur la richesse. Puis, mais quand tu es rentré, les candidats qui étaient là ne savaient pas. Non, ils ne savaient pas. Est-ce que tu penses que ça aurait changé la donne à quelque part? C'est sûr, certain. Là. Mais en fait, pourquoi ils m'ont sorti? Il y avait peut-être des croqueuses de diamants dans le coin. Non, c'est sûr. Mais pourquoi ils m'ont sorti? C'est parce que j'ai dit que j'avais un enfant. Puis, tu sais, quand tu as des candidates de 19 à 21 ans, il y en avait juste une qui était un peu plus vieille, mais les autres avaient 19 à 21 ans. Puis, c'est certain que pour une fille de 19 ans, être avec un homme, avec un enfant, ils sont au cégep encore, là, fait que ça marche pas. Là. Mais peut-être que s'il avait su que tu avais un enfant, mais que tu étais millionnaire, peut-être qu'il aurait accepté. Peut-être. C'est ça. C'est l'humain étant ce qu'il est. Puis, qu'est-ce que tu changerais au Québec? D'ailleurs, la politique, ça t'intéresse-tu? Parce que je trouve que naturellement, tu as beaucoup d'opinions au niveau du monde des affaires, au niveau de la famille. C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait? J'ai failli aller avec la CAQ la dernière fois parce que dans l'histoire du Québec, il y a eu deux grands changements politiques. Il y a eu René Lévesque en 1976, puis il y a eu la CAQ là, aux dernières élections. Okay? Donc, dans l'histoire du Québec, les gens vont se souvenir de ça dans 100 ans, dans 200 ans, etc. Fait que je voulais faire partie du changement. Donc, parce que j'étais tanné des libéraux puis du PQ. Là. Québec solidaire, on n'en parlait pas beaucoup parce qu'il était trop faible. Mais ça m'aurait tenté. Bon, avec le recul, c'est certain que je suis content de ne pas avoir été. Surtout à cause de la COVID, premièrement. La COVID, c'est plate parce que, bon, tout ce qui fait le go par rapport à ces décisions COVID, je suis à peu près tout contre. Oui. Par contre, tout ce qui fait le reste, ça a du sens. Là. Tout ce qui fait là, au niveau de l'économie et tout ça, là, moi, je le trouve très bon, là, sincèrement. Est-ce qu'on aurait fait mieux? Dans les mêmes bottines. C'est pas évident. À sa défense, là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu depuis 100 ans. Là, mais si on avait à choisir dans le temps de crise qu'on a là... C'est beaucoup mieux la CAQ, probablement. Je pense qu'on n'était pas mauvais d'avoir un changement. Exactement. Je pense que c'était mieux. Bon, je suis pas fan de certaines décisions. À peu près toutes les décisions par rapport au COVID, je suis pas fan, mais... Lesquelles, principalement? La fermeture de tout, là, ça a aucun sens, là. Tu sais, fermer les cinémas, je veux dire, il n'y a rien de dangereux dans un cinéma. Donner les vrais points. Il n'y a pas plus de morts en 2021 qu'il y avait en 2019. Fait que, y a-tu vraiment... Les gens meurent plus de la grippe, par exemple, meurent du COVID. Mais
je veux dire, en 2018, il y a eu 35 000 morts au Canada de la grippe. 35 000, là, c'est plus que 2 ans de COVID. On n'est pas rendu à 35 000 au Canada en 2 ans. Là. Fait que faut relativiser. Moi, je suis un gars de statistiques. Je vois sur Statistique Canada. Là, c'est Canada qui les donne. Là, puis, on prétend que c'est... On pense que c'est bon. Là, on se dit que c'est bon. Il n'y a pas plus de morts en 2021 qu'en 2019. Si tu calcules 3% de la population qui augmente, il n'y a pas plus de morts. Donc, est-ce que vraiment... Parce que pour qu'il y ait une épidémie, faut que tu aies plus de morts. C'est ça le concept. Là. C'est ça le principe de base, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de monde malade et mortel. Puis c'est pas le cas, là. C'est vraiment pas le cas. En 2020, oui, mais 2021, non, du tout, là. Puis 2020, c'est que les gens dans les CHSLD, parce que le vrai problème de la COVID au Québec, c'est les CHSLD, là. Parce que il n'y a pas plus de monde dans la population en général que normal. Fait que les gens meurent plus de rien d'autre. Puis moi, j'en connais là, qui ont été, mettons, j'ai 2 personnes proches de moi qui sont morts, qui ont été mis morts COVID, puis c'était pas le COVID qui sont... Tu sais, ils mettent mort COVID à n'importe qui. Les 6 premiers mois, ils mettaient mort COVID, puis ils testaient pas. Fait que mon oncle qui est mort, ils l'ont mis COVID, puis il était pas COVID, là, il est mort de l'Alzheimer. Fait que un paquet de trucs comme ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça fait perdre confiance, tout ça, mais... Ben oui. Mais tu sais, la pandémie est là. Moi, je suis vacciné 3 fois. Mes enfants sont tous vaccinés 2 fois. Fait que, oui, j'y crois. Là. Je suis pas... Sauf que, dis les vraies affaires, puis... Parce qu'il y en a qui la trouvent dur, là, les gens d'affaires qui la trouvent dur, là, qui ont perdu leur entreprise, qui sont sur le bord du précipice. Ah oui, il y en a que je connais qui se sont suicidés. Là. Je veux dire, il y en a 2 là, que je connais qui se sont suicidés à cause des mesures COVID. Fait que, tu sais, tu veux protéger les gens de la population, mais tu as un paquet de morts. Il y a un paquet de gens qui vont mourir du cancer qui n'ont pas été diagnostiqués ou soignés. Fait que c'est comme... Pensez là, à la cigarette, là, il y a 41 000 morts par année au Canada par la cigarette. Si vraiment le gouvernement voulait que les gens décèdent pas, il couperait la cigarette. Mais non, la cigarette rapporte beaucoup, beaucoup d'argent, rapporte des milliards. La cigarette coûte à peu près 7 milliards par année au gouvernement, des soins aux hôpitaux. 7 milliards à travers le Canada. Puis pourtant, il abolit pas les cigarettes, là, parce qu'ils font de l'argent avec les cigarettes. Si la COVID il faisait de l'argent, il arrêterait rien. Là, t'sais. Fait que faut être conséquent de tes actes. 41 personnes par jour là, qui meurent de la cigarette, c'est pas mal plus que le COVID. Là. Ben plus que le COVID. Là. Puis pourtant, le gouvernement laisse aller ça. Fait que il y a un paquet d'irrationalités comme ça. Puis moi, c'est sûr, si j'avais été le gouvernement, j'aurais pas fermé autant que ça. Là, puis j'aurais dit les vraies choses, les vraies statistiques. Là, ils disent faut faire du relâchement dans les hôpitaux, là, il y a un terme. Délestage. Mais ça se fait en éducation maintenant. Là, ça a commencé en éducation. Oui, mais le délestage existe depuis 25 ans au Québec. À chaque année, en janvier-février, à cause de la grippe, il y a du délestage dans les hôpitaux. Toujours. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Fait que là, je veux dire, c'est pas nouveau. Là. Fait que bon, la politique, pour venir à la politique, j'en ferai plus jamais. En fait, ça m'a tenté une fois, mais aujourd'hui, ça serait pas partie remise. Non, parce que je dis trop que ce que je pense. C'est ça, t'as pas la langue liée. Exact. Si tu veux pas avoir la langue liée, puis fait que je serais pas capable. J'étais avec une réunion l'autre fois avec des gens de la CAQ, pour ne pas dire. Puis ils me posaient des questions sur des sujets. Puis à un moment donné, ils m'ont dit, toi, tu peux pas faire la politique. Il dit jamais tu peux faire la politique. Non, c'est ça. Faut se tourner la langue souvent. Par rapport, pour terminer, côté affaires, Luc, on sait que t'es philanthrope et tout ça, puis tu t'investis beaucoup. Les jeunes qui veulent aller en affaires, puis même ceux, les moins jeunes qui sont en affaires, c'est quoi les plus beaux conseils que tu pourrais leur transmettre? En fait, c'est un mot, c'est suivre la passion. Donc, le mot passion, là, c'est plus qu'important. Parce que tu fasses n'importe quoi, moi, je dis souvent que faut que tu réussisses ta vie, faut que tu sois heureux. OK? La principale affaire, c'est pas ton compte de banque qui est important, c'est d'être heureux. T'sais? Puis tu peux être heureux en travaillant au gouvernement, être fonctionnaire toute ta vie, 35 ans, travailler comme fonctionnaire. Avoir un bon fonds de pension. Puis être super heureux, là. Fait que tu réussis pas dans ta vie parce que tu as un gros compte de banque, tu réussis parce que tu es heureux. Fait qu'il faut que tu suives toujours ta passion. Si ta passion, mettons, c'est de peindre, ben fais de l'art, là, tu sais, fais des toiles, puis si tu vis pauvre toute ta vie, c'est pas grave, tu vas être heureux, là. Tu sais, ça va être ta passion. Exactement. Fait que souvent,
après, tu sais, j'ai fait quelques conférences, les gens venaient me voir, puis ils voulaient faire comme moi, l'immobilier. Là, je leur posais la question, mais c'est quoi? Attends-tu? Ouais, c'est qu'est-ce que t'aimes, toi? Ah, moi, j'aime ça, là. Moi puis ma femme, on fait de la bouffe, là. Tu sais, on fait des gros repas. Moi, je trippe, là. Je passe des heures à faire ça. Mais oui, mais pourquoi tu regardes pas la restauration, peut-être? Tu sais, fais qu'est-ce que t'aimes. Tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, quelqu'un qui aime la mécanique, il va pas dans l'immobilier, là. Tu sais, faut t'aimer l'immobilier pour aller dans l'immobilier. Tu sais, puis on le voit, là, avec le courtage, là. Tu sais, tout le monde fait beaucoup d'argent avec le courtage. Tu sais, les courtiers immobiliers, actuellement, ils font énormément d'argent. Fait que il y a un paquet de monde qui s'en vont. Ouais, qui s'en vont courtier immobilier. Mais il faut t'aimer ça parce que c'est de soir et la fin de semaine surtout, là. Il y a beaucoup de compétition aussi. Mais oui, faut que tu sois capable de faire les cold calls, là. Si t'as jamais fait moi, j'en ai fait, là. Je vendais des passeports épargne, là, quand j'avais 15-16 ans, là. Passeport épargne, c'est un petit livre de coupons rabais. On vendait ça, mettons, 80$, puis il y en avait pour 1000$ de coupons rabais. Mais c'était difficile, là. Fallait que j'appelle, puis, tu sais, 99 fois sur 100, on me raccrochait, là. Tu sais, c'était ça. Mais ça m'a appris de ne pas avoir peur d'appeler. Ça m'a servi toute ma vie. De foncer. De foncer. Mais quand tu es courtier immobilier, tu débutes, là, faut que tu sois capable de faire des cold calls. Faut que tu sois capable de cogner. Voulez-vous vendre votre maison? Je m'appelle tel, appelez-moi. Tu sais, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Fait que, tu sais, faut arrêter d'aller dans des secteurs que c'est juste pour des. Parce que c'est payant, parce que les autres le font, etc. Exact. Toi, dans ton parcours, qu'est-ce que tu referais? Y a-tu quelque chose dans ton parcours que tu ferais autrement? En fait, oui, ça serait de ne pas vendre mes blocs appartements. J'aurais donné en gestion. Tout simplement. Aujourd'hui, il y a un paquet de compagnies de gestion qui font ça. À l'époque, là, presque 30 ans. Ça faisait pas. Il y en avait moins. Il y en avait moins, c'était pas connu. Puis il n'y avait pas de club immobilier comme Jacques Lépine là, qui a parti son club. Puis ça n'existait pas. Fait qu'on n'avait pas de ressources comme aujourd'hui. Puis avoir su, je les aurais gardées. Parce que imaginez, là, j'avais 300 portes plus des centres commerciaux. Normalement, dans l'immobilier, à 10%, on double aux 7 ans. Fait qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être 8000 portes. Là, j'aurais eu un parc immobilier complètement capoté. Là. Fait que, il faut pas regretter non plus nos parcours. Ça t'a amené ailleurs. Oui, ça m'a amené ailleurs, effectivement. En fait, il faut jamais regretter. Il faut jamais regretter. Mais la question était, si j'avais fait différemment, puis peut-être mieux m'entourer. Ma femme, elle me dit tout le temps, je suis pas capable de déléguer. Elle a raison, je suis pas capable de déléguer. Donc, je fais tout moi-même. Puis c'est un problème parce que, tu sais, le dicton qui dit tout seul, tu vas vite, mais à plusieurs, tu vas plus loin. Ben, c'est tellement vrai, là, tu sais. Puis moi, j'ai de la misère un peu à m'entourer parce que j'essaie de tout faire, qui est un défaut, là, qui est un défaut. De décider aussi, puis des fois de prendre les avis plus... Mais le bon point de ça, c'est que je peux réagir vite. En fait, c'est une de mes forces, c'est de réagir vite sur des deals, par exemple. On m'envoie un deal, je suis capable de bouger vite. J'ai pas besoin de demander, c'est ça, exact. Ça, c'est côté affaires, mais côté plus personnel dans le sens que ton parcours, tu sais, comme tu dis, tu as travaillé de 14 à 24 ans, tu n'as pas dû voir ben ta jeunesse. Non, ben c'est pour ça que j'ai tout vendu d'un coup, puis j'ai tout perdu mes amis à l'époque parce que je les entretenais pas. Donc, j'ai sorti à 24 ans, pas d'amis, tu sais, c'était des amis d'affaires, les employés. Fait que c'était pas des vrais amis. Donc, grosso modo, c'est un de mes plus gros regrets, mais en même temps, je suis aujourd'hui là parce que j'ai travaillé. En fait, je dis souvent aux jeunes de travailler le plus possible quand on est jeune, parce qu'on a l'énergie, puis on n'a pas de responsabilité. Donc, on n'a pas d'enfants, généralement. Là, quand tu as 23, 24 ans, tu n'as généralement pas d'enfants. Puis si tu tombes, tu peux te relever. Ça fait pas trop mal, dans le sens que tu perds tout, mais 2-3 ans après, tu fais d'autres choses, puis tu repars une nouvelle compagnie, puis c'est pas si pire. Mais tu sais, à 50 ans, quand tu as des enfants de 15 ans, tout perdre, c'est une autre histoire. Eux, ils comprendront pas. Souvent, il y a des séparations, il y a des divorces, etc. Donc, c'est quand on est jeune qu'il faut tout donner. Puis, il y a aussi la magie de l'intérêt composé qui fait toute la différence au monde. Tu sais, mettre 1000$ de côté à 18 ans, ben c'est pas le même dollar, c'est pas le même 1000$ à 60 ans que si tu le mets à 40 ans. Il y a une énorme différence. Tu sais, tu mets 1$ par jour là,
de côté, puis tu es millionnaire à 60 ans. Là. Les gens ne pensent pas, là, mais c'est ça la réalité. Oui, des fois, ça prend pas grand-chose. On a l'impression que c'est inaccessible, mais si tu gères bien tes choses, tu peux, puis tu as la chance d'avoir des gens autour de toi qui peuvent t'aider à justement gérer ça. Tu peux effectivement, si tu commences tôt, ou si tu le fais pour tes enfants tôt, ça peut, tu sais, ça peut quand même être révélateur. Puis, tu sais, justement, il y a quelqu'un qui disait ça, qui disait, tu sais, des fois, on a tendance à dire, nos enfants vont se débrouiller, ils s'arrangeront, nous autres, on s'est débrouillés, ils vont s'arranger, mais ça va être encore plus difficile pour eux. Dans les années à venir. L'accès au logement. Exactement, les générations. Donc oui, il faut faire des moves pour les amener à justement être un peu plus indépendants financièrement. En terminant, Luc, si mettons demain, tu perds tout. Oui. Tu sais, tout s'arrête, tu perds tout. Est-ce que tu vas vouloir te reconstruire? Est-ce que tu vas vouloir revoir ou refaire ce que tu as fait ou tu t'en vas carrément ailleurs, dans d'autres choses? On me le pose quelquefois, cette question-là, puis c'est simple. Moi, qu'est-ce qui me fait triper dans les affaires, c'est de faire des affaires. Fait que c'est sûr, je vais retourner en affaires, puis peut-être à plus petite échelle, mais je vais retourner en affaires. Puis, je dis souvent que qu'est-ce que j'ai dans ma tête, qu'est-ce que j'ai appris au fil des années, on peut pas me l'enlever. Okay? On peut pas me l'enlever. Donc, je vais être capable de recommencer, puis de trouver des idées. Ma force, c'est dans les affaires, c'est trouver les deals, donc les achats. C'est vraiment ça. Fait que ça va être facile pour moi de retrouver des bons achats. Puis même si j'ai pas d'argent, les deals souvent, puis ça je le dis souvent à des gens, c'est que quand tu as un bon deal dans les mains, là, vraiment, vraiment incroyable, c'est facile de trouver l'argent. Il y a tellement d'argent sur le marché aujourd'hui. Puis, les prêteurs privés avec des gros pourcentages, mais si des fois tu gères, en tout cas, il y a plein d'autres façons. Partenariats aussi. Puis tu sais, je le fais souvent dans la plupart de mes projets, même si je garde le 3/4 de l'actionnariat, j'ai des partenaires. Puis tu sais, en ce moment, je suis en train d'acheter un terrain de 80 millions, mais je vais aller chercher un 30-40 millions avec des partenaires. Fait que, je veux dire... Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Puis quand le deal est bon, ça se trouve. Puis n'hésitez pas, ayez pas peur des zéros, là, tu sais. Moi, mon premier livre s'appelle Voir grand, là, puis c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Puis j'explique souvent en conférence puis à des gens que faire le travail, mettons, pour acheter un triplex ou acheter un 12 logements, par exemple, c'est le même travail. Okay? Puis c'est les mêmes étapes, l'inspection, le financement, tout ça. Puis le 12 est beaucoup plus payant que le triplex. T'sais? Fait que c'est un peu la même chose dans le terrain. Moi, j'achète des terrains, mettons, 20-30 millions, au lieu d'acheter des terrains de 200 000, mais c'est le mêmes étapes. Processus. Mêmes étapes avec la ville, le changement de zonage. C'est pas plus long, là. C'est pas plus dur. Mais ça fait peur. Ça peut, à la limite, faire peur. Mais pour ça, je dis, n'ayez pas peur. Non. Parce que c'est une question de zéro. Mais si le deal est bon à un terrain de 100 000 ou un terrain de 10 millions, tu vas être capable de trouver l'argent. Si ça te passionne en plus, il faut. Ça part de là. Ça part de là. Ah, écoute, des bons conseils, vraiment tellement contente de t'avoir rencontré, de faire cette entrevue-là avec toi aussi. Alors, tu as tes 2 livres, naturellement, tu en as parlé, Voir grand, que tu as écrit avec Mark Fisher, c'est ça? Oui, donc, c'est ça. Alors, leçon d'affaires, de vie et de liberté. On en a parlé aussi. Je t'ai pas parlé de tes mentors, mais je pense que M. Lépine en fait partie, ou c'est un bon partenaire? Oui, c'est plus un partenaire, mais c'est sûr que c'est la référence au Québec. Puis quand quelqu'un veut partir en immobilier, je dis, lisez tous les livres de M. Lépine, surtout l'indépendance financière grâce à l'immobilier. OK, oui. Surtout, je pense que c'est le meilleur, c'est la base pour quelqu'un qui veut faire de l'immobilier. Puis par la suite, il y a tous ces autres livres, là, il en fait quasiment un par année. Mais vous avez pas mal la même vibe aussi. Oui. Vous rejoignez sur tout à fait, l'humilité. C'est vrai. Mais lui, c'est locataire, par exemple, c'est des clients, il prend ça comme c'était des... Mais il considère vraiment... Tu sais, il a plus aimé ça. Ben moi, quand j'avais des clients, des locataires, c'était comme, ils étaient traités aux petits oignons. Mais à un moment donné, par exemple, j'ai acheté un 64 logements, puis la personne avait rempli avec des faux bails, puis c'était des anciens prisonniers. Fait que là, c'était compliqué. C'était bon. Ouais. Vraiment, donc vraiment 2 beaux ouvrages. Écoute, comme à chaque fois que j'ai un invité, je sais pas si... Je dois aller chercher, excusez, je m'éloigne un petit peu de mon micro. Je sais pas si tu as vu un petit peu mes podcasts, mais à chaque fois que je reçois un invité, je suis un prof. Hein? Alors, un prof, ça fait quoi? Ça remet des diplômes. Ah oui. Alors, j'écris toujours un diplôme personnalisé
à mes invités parce que je trouve ça important de souligner le fait que vous ayez pris le temps de venir parce que le but du podcast Éducation Famille est de parler de toutes sortes de choses, d'humains comme toi qui se démarquent, qui ont un parcours. Les gens vont beaucoup apprendre de notre rencontre. Des fois, on rencontre des spécialistes, on rencontre des fois des artistes qui ont aussi vécu des choses intéressantes. Alors, naturellement, mais tu auras ton diplôme. Merci. Et voilà comme suit ton diplôme. Alors, pour être assurément un exemple positif et inspirant pour tous les jeunes entrepreneurs ainsi que pour ceux qui le côtoient, pour avoir gardé son humilité et ne pas avoir laissé les avoirs prendre le dessus sur l'être, pour avoir su persévérer là où souvent d'autres auraient assurément abandonné, pour sa vision de vouloir bâtir en changeant et souvent en améliorant, pour avoir laissé la place et pour avoir cru en ce jeune Luc qui grandissait en lui en tant avec tant d'aspiration et un désir vital de réussir, pour avoir su faire fleurir son poirier en prenant toujours soin des fruits qu'il sait en récolter, et surtout parce qu'il est riche, parce qu'il est riche de cœur, de conviction et de personnalité. Merci Luc, vraiment. Alors voici ton diplôme. Merci. Vraiment, merci de cette belle rencontre, vraiment. Merci. À la prochaine.